Euh, Juste un mot pour présenter Tramor et son travail, et à son ami Gérard Laplace, qui va le faire mille fois mieux que moi. Oui, on m'a demandé de présenter Tramor, mais enfin, je suis un peu gêné parce que tout le monde le connaît. Donc, je vais simplement le remercier d'avoir pu venir parce qu'il a un emploi du temps digne de ministre. Il faut savoir qu'il donne des cours à Cergy, à l'université de Cergy, à l'université Paris 8. En plus de ça, il est membre du conseil d'orientation du musée de l'immigration à Paris. Il fait partie aussi de la commission mémoire mise en place par le président Macron après la remise du rapport Stora. Et je le remercie d'avoir eu la gentillesse de venir parmi nous, parce que vraiment, il fallait qu'il trouve un jour de libre. Je sais que ça n'a pas été facile, mais enfin, moi, le principal, c'est que mon ami soit là et qu'il nous parle des mémoires plurielles de la guerre d'Algérie. Voilà, ben à toi. Après sa présentation, il y aura un débat et vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voulez. Merci. Bonsoir. Alors, ça va être dur après ce très beau film. Et toujours comme avec Nicole Garcia, évidemment aussi, c'est tout en subtilité. Vraiment une grande cinéaste. Et voilà, enfin, que dire. Oui. Oui, pardon. Souvent, j'ai le souci, les micros, j'aime pas trop les manger. Mais voilà, mais il faut. Alors, déjà un mot pour résumer, peut-être une tragédie, tout simplement. Une tragédie grecque, Iphigénie, une tragédie méditerranéenne en fait, aussi beaucoup. Et donc là, on le voit bien, et comment en fait, aussi à la fois, c'est une tragédie, elle s'inscrit évidemment dans la fatalité de ce qui doit advenir, et elle laisse beaucoup de traces évidemment. Et elle laisse beaucoup de traces dans les mémoires. Et donc aujourd'hui, 39%, tout à l'heure on l'a rappelé, 39% de la population française, en tout cas voilà, 25 millions, en tout cas plus de 20 millions en fait, de pourcents de la population, enfin plus de 20 millions de personnes en France sont directement touchées directement touchées par cette guerre. Enfin, directement ou indirectement. Et on le voit finalement même dans le film. Enfin, c'est-à-dire qu'on a ici une transmission, enfin, qui se fait aussi par les non-dits. Donc à la fois, comment dire, par l'oubli, évidemment. Donc là, on est dans les années 80, comme vous avez pu le constater. Donc un homme d'une quarantaine d'années qui a vécu en fait les événements enfants. Et finalement avec des traces qui restent, des oublis, et comment dire, un retournement complet aussi enfin, comment dire, les mémoires, elles travaillent beaucoup en fait. Et on a à la fois des choses qui peuvent être extrêmement nettes et qui restent beaucoup, voilà, qu'on a figé en quelque sorte dans son esprit, surtout enfant, et avec une impression, on va dire, qui s'est opérée dans le cerveau. Et en même temps, on a aussi des éléments qui peuvent être totalement, en fait, qu'on le croit totalement vrai, mais qui sont absolument faux. Il vit avec cette impression de quelqu'un qui est vivant, alors qu'il a su et il sait en fait au fond de lui qu'elle est morte. Et enfin bref. Alors donc on a ces éléments-là. Les années 80, c'est justement le moment en fait où on a le passage enfin de la survivance, on va dire, du retour de la mémoire. Après, justement, ces années, en fait, où la chape a été posée, où la chape a été mise. Finalement, à partir de la fin des années 70, surtout, et du début des années 80, on commence à avoir ce retour, en quelque sorte, ces retours mémoriels qui ont lieu.
Alors, par exemple, pour la population des Pieds Noirs, donc 1 million de personnes en 1962, qui évidemment ont aussi vécu et fait des enfants. Donc, on voit ici justement une petite fille, leur fille, qui finalement ne sait peut-être pas à ce moment-là aussi qu'elle est dépositaire de toute cette histoire-là. Mais on voit aussi très bien que finalement, il y a des traces qui sont laissées dans les familles. Ici, toute cette histoire-là et la résurgence de cette histoire fait que ça bouleverse en tant que tel les familles, ça peut les détruire aussi, et ça en a détruit beaucoup. On le voit dans un autre film aussi, par exemple pour les soldats, qui est les parapluies de Cherbourg de Jacques Demy. Je ne sais pas si vous l'avez vu aussi, mais c'est exactement ça. En toute chose égale par ailleurs, on va dire que c'est complètement ça aussi. Comment la guerre d'Algérie en fait est passée par là et ce qui devait advenir a disparu. Et finalement, en même temps, il y a une petite fille aussi. Enfin, je vais pas, pour ceux qui ne l'ont pas vu, regardez-le, mais je ne vais pas tout dire. Mais il y a une petite fille aussi, et elle est dépositaire également de cette histoire-là, pour le meilleur et pour le pire, pourrait-on dire. Donc voilà un autre film aussi, et on pourrait multiplier les exemples en tant que tels. 1,5 million d'appelés du contingent. En comptant tous les soldats, ça fait même, on arrive même aux 2 millions. Donc c'est le groupe le plus important de porteurs de mémoire. 1 million de Pieds Noirs, comme j'ai dit tout à l'heure. Il faut y ajouter aussi 300 000 Algériens en 1962, auxquels se sont ajoutés en fait les Algériens qui sont arrivés après aussi, et qui étaient également dépositaires de cette histoire-là, qui l'avaient vécu aussi d'une autre manière. Donc là, on arrive également à un autre groupe porteur de mémoire de 800-900 000 personnes au total, à peu près, donc c'est beaucoup aussi. Et on a le groupe des Harkis également. Donc là, on a en totalité, si on prend, le groupe des Harkis en tant que tel, c'est 180 000 personnes. 80 000 personnes si on prend les Harkis qui sont arrivés d'Algérie en France au cours des années 62-63. Mais il faudrait rajouter en fait aussi le groupe plus large de ceux qui avaient été appelés les Algériens pro-français, qui étaient au nombre de 330 000 en totalité. Et donc qui, eux aussi, on va dire, ce ne sont pas que des Harkis, bien entendu, mais ils sont arrivés évidemment à la fin de la guerre aussi. Et donc tout cela, en fait, tous ces groupes-là sont directement concernés, évidemment, par cette histoire-là. Et ont eu des enfants, des petits-enfants, qui sont dépositaires. On arrive à 60 ans aujourd'hui, comme vous le savez très bien. Et donc cette troisième génération est aussi dépositaire donc de tout ce long cheminement mémoriel, si vous voulez. Alors, avec différents types aussi de transmission. Donc là, tout à l'heure, je vous ai parlé du silence et du non-dit, finalement. Il peut y avoir également, au contraire, en fait, un trop-plein de mémoire aussi, mais qui peut produire quelque part un peu les mêmes effets. Forme de trop-plein de mémoire, on en a parlé un petit peu, surtout pour les Harkis, en fait. Surtout pour les Pieds Noirs. Donc pour les Pieds Noirs, en fait, avec une forme en fait de stress post-traumatique, en fait, aussi. Tous les groupes ont été concernés par cela. Et ce stress post-traumatique, en fait, a pu contribuer, en fait, à ce qu'il y ait l'Algérie qui soit complètement omniprésente et qui arrive à certains moments et qui envahit tout, en quelque sorte. Qui envahit les soirées, qui envahit les journées, et qui va passer, en fait, par une émotion extrêmement puissante. Et en fin de compte, ce trop-plein mémoriel, il peut conduire aussi à un blocage, en fait, au niveau de la transmission aussi. C'est-à-dire que cela ne passe pas, finalement. Et on a simplement quelques bribes. Et à la rigueur, même pour la génération suivante, ce que l'on sait, c'est qu'il ne faut pas en parler. Donc ce que l'on sait,
C'est que voilà, c'est éviter ce sujet-là parce que ce sujet-là finalement fâche, ce sujet-là traumatise, ce sujet-là fait pleurer aussi. C'est un peu la même manière aussi, enfin un peu la même manière, ce qui toute chose égale par ailleurs, une même forme de stress post-traumatique qui est passée, c'est pour les appelés du contingent. Et les appelés du contingent, ça a été en fait beaucoup par le silence aussi, on va dire, ou d'une autre manière. Mais l'envahissement se faisait un peu de manière différente. C'est par les cauchemars aussi, la nuit en particulier, et par d'autres éléments qui pouvaient être des violences, l'alcool aussi. Et donc qui a en quelque sorte envahi la vie de ces appelés du contingent et donc évidemment les familles, les femmes et donc les enfants. Et on arrive maintenant à la 3e génération qui a aussi donc voilà, qui est dépositaire de ces traumatismes-là. C'est-à-dire que si les enfants ont été touchés par les traumatismes des parents, il est bien évident que les petits-enfants finalement doivent aussi vivre avec ça. On dit souvent que c'est à la 3e génération en fait, que les problèmes se résolvent. Voilà, peut-être qu'on y est maintenant, on va dire, mais c'est pas gagné non plus. Voilà, donc une des conditions évidemment pour que que ça puisse se passer en fin de compte, c'est aussi justement la transmission de la parole. C'est-à-dire que malheureusement, en fait, il y a des familles dans lesquelles rien ne passe. Encore aujourd'hui, en fait, il y a des enfants qui vivent alors que leurs parents sont décédés et sont décédés sans avoir rien dit. Et ça, en fait, je crois que la situation la pire, avec celle de la disparition aussi. Hein. Voilà, mais c'est un peu ça, c'est la disparition physique ou la disparition mentale, quelque part, c'est le pire qui puisse arriver, puisque on ne peut jamais à la fois faire le deuil pour les disparus physiques, par exemple, et on ne peut jamais en fait faire le deuil spirituel aussi quand il y a une absence de transmission comme ça. C'est-à-dire que ça laisse le champ des possibles ouvert. Et ce champ des possibles ouvert, en fait, c'est une plaie béante qu'on ne peut jamais refermer et avec lequel doivent vivre les parents. Il y a un petit film là aussi d'un petit enfant d'appelé du contingent qui circule, qu'on peut voir sur YouTube, qui s'appelle Souvenir, Souvenir. C'est un film d'animation qui raconte ça aussi. Et donc voilà, c'est une histoire de transmission avec beaucoup de non-dits, mais finalement au bout du compte, vous le verrez si vous regardez, en fait une transmission qui s'opère avant que ce soit trop tard. Mais malheureusement, c'est loin d'être le cas toujours. J'ai interviewé aussi dans le cadre de mes recherches pour les différentes réalisations que je faisais, on a des enfants d'appelés du contingent, par exemple. Enfants d'appelés du contingent où vraiment là aussi il y a cette absence de transmission, ce non-dit complet en fait. Et par exemple j'avais fait un documentaire avec Thierry de l'Estrade sur Algérie, la guerre des appelés. Et en fait lui, s'il a fait ce film-là, en fait c'est pour ça. Il n'était absolument pas concerné par ce fait avant. C'était pas un documentariste de films historiques. Mais pour celui-là, lui, il était spécialisé sur la santé. Quelque part, on pourrait dire que sans en avoir du tout concerné la santé, ça le concerne aussi, en fait. Ça la concerne aussi, cette santé. Et ça le concerne lui. Il a dédié son film à son père, justement, qui n'a jamais parlé sur cette histoire-là. Et donc, pour lui, ça reste quelque chose, évidemment, qui le blesse profondément. On a aussi cela qui se passe dans les familles, dans certaines familles pieds noirs. Donc même si il peut y avoir en fait la transmission, même s'il peut y avoir, comme je disais tout à l'heure, parfois des trop-pleins mémoriels qui s'opèrent, il y a des familles dans lesquelles rien n'est dit. Parce que justement, comme je disais tout à l'heure, finalement, c'est entrer en fait dans des violences traumatiques, quoi. Et du coup, en fait, il vaut mieux ne rien dire plutôt que dire quelque chose. Et par exemple, certains aujourd'hui
dans certaines familles pieds noirs, d'ailleurs on le voit un petit peu dans le film aussi, on peut préférer par exemple retrouver des racines espagnoles ou italiennes ou autres, plutôt que de parler en fait du fait qu'on est d'origine pied noir. Parce que du coup, là, c'est du traumatisme, c'est quelque chose, une mémoire qu'on ne veut pas porter quelque part aussi. Et donc, voilà, on va essayer de biaiser. Alors que finalement, évidemment, il y a un passage pour cette généalogie là qui doit s'opérer, qui doit se passer par cette histoire en fait algérienne. Je ne parle pas, et bon, enfin, je vais en parler en disant ça, mais de la mémoire harki. Là, c'est pareil aussi. Par exemple, je sais que j'avais côtoyé un fils de harki qui, lui, voulait tourner aussi justement l'histoire de son père. Et en fait, ça a été une douleur terrible. Et finalement, c'est pareil aussi. Rien n'a été dit, rien n'a été transmis. Et son père est mort sans avoir rien dit en tant que tel. Donc, malheureusement, en fait, il y a toutes ces histoires-là qui sont présentes. Je termine avec aussi l'histoire en fait des enfants et des nationalistes algériens, on pourrait dire, ou simplement des Algériens, de la population algérienne vivant en France. On pourrait s'attendre justement aussi, par exemple, à ce que les Algériens, étant un peu aussi, on pourrait considérer comme étant les vainqueurs de cette histoire, finalement transmettent la mémoire à leurs enfants de la victoire, de l'indépendance algérienne et de ce qu'ils ont fait en fait en Algérie et de ce qui a été fait. Et en fait, on s'aperçoit que c'est pas du tout le cas en fait. Là, il y a même chose aussi, il y a un blocage qui s'opère, et peut-être même qui est parfois peut-être plus important encore en France qu'en Algérie, et qui en fait conduit à ce que là, on a aussi des drames terribles qui peuvent se jouer. Alors, j'avais interviewé un journaliste qui s'appelle Saïd Maran. Saïd Maran, lui, en fait, il a publié au début des années 2010 un livre de témoignages qui s'appelle « C'était en 58 ou en 59 », que je trouve très bien aussi, justement. Et le point de départ, en fait, de ce livre-là, c'est le fait que il a commencé il n'avait jamais rien su étant enfant sur le parcours de son père. Et un jour, dans la cour de récré, ce qui se passe, malheureusement ça se passe encore, il se fait traiter de fils de harki. Et donc il rentre chez lui un peu choqué, on va dire. Il dit à son père, mais papa, mais tu étais harki? Il dit non, j'étais pas harki. Et finalement son père a un tout petit peu commencé à lui raconter son parcours. Et il dit, c'était en 58 ou en 59. Et finalement, c'est pas allé beaucoup plus loin. Il n'a pas pris de notes et son père est mort pas longtemps après, en fait. Et donc là aussi, absence complète de transmission finalement. Et lui doit se contenter, on pourrait dire, aussi d'essayer d'aller sur les traces de son père, mais finalement d'essayer de se créer une histoire finalement, par l'absence quelque part. Et donc là, on a en fait deux possibilités aussi, plusieurs, mais soit on peut avoir une transmission uniquement par l'école, malheureusement ça marche pas toujours, on va dire. On peut avoir une transmission justement donc par l'école et on va dire par les livres d'histoire, par les films, par la création. La création est vraiment très importante par rapport à ça aussi. Essayer de combler des trous finalement. C'est-à-dire partir dans une quête à la recherche en quelque sorte de ses origines aussi. Et donc essayer de se faire une généalogie un peu comme ça. Et voilà. Et l'autre possibilité aussi finalement, c'est de réussir évidemment à ce qu'il y ait une transmission qui s'opère. Donc interroger. Souvent, on va dire dans la transmission en fait mémorielle, c'est comme ça que ça se passe. Ce sont les petits-enfants qui interrogent leurs grands-parents. Et donc les grands-parents qui ont plus de temps sont réceptifs pour faire cette transmission-là. Et donc ici, on a la généalogie familiale finalement qui peut s'opérer.
souvent, en fait, le blocage, enfin, c'est pas un blocage, hein, mais tout simplement, ça ne se fait pas entre les parents et les enfants, en fait. Les parents et les parents sont là pour éduquer les enfants, pas pour leur transmettre une histoire. Et donc, souvent, voilà, les parents ont éduqué simplement et ont dû faire après leur vie, après l'Algérie, on va dire, quoi qu'il soit, ont dû vivre tout simplement et vivre, survivre, travailler, éduquer. Et donc du coup, en fait, voilà, la transmission ne s'est pas faite à ce moment-là. D'où le temps, en fait, dans beaucoup de silence. D'où le temps après de la résurgence, surtout donc, je dirais plutôt les années 90 que les années 80, mais ça peut commencer plus tôt, hein, pour les pieds noirs en particulier. Avant, en fait, une phase aussi vraiment, on va dire, d'hypermnésie, dans laquelle on est davantage aujourd'hui, même si, on va dire, les transmissions, comme je disais tout à l'heure, ne se font pas toujours. Mais aujourd'hui, en fait, on voit que dans le bain mémoriel, en quelque sorte, aujourd'hui, c'est ce qui fait le plus. L'Algérie est la plus présente. Voilà. Et donc aujourd'hui, on parle beaucoup finalement aussi de l'Algérie, de la guerre d'Algérie dans la société française. C'est elle qui accapare le plus les mémoires. Et donc c'est important aussi justement aujourd'hui de pouvoir en quelque sorte régler entre guillemets cette affaire parce que on a besoin en fait à la fois d'en parler pour que la transmission et puis une transmission plus apaisée puisse se faire finalement dans les mémoires entre les générations. Voilà, parce que bientôt, en fait, malheureusement, les personnes qui ont vécu tout cela, surtout en tant qu'acteurs, hein, en tant que tels, sont de plus en plus âgés, vont disparaître au fur et à mesure. On va encore trouver des personnes qui ont vécu évidemment les événements en étant enfants. C'est pas forcément la même mémoire non plus, mais c'est une mémoire qui est différente. Je pourrais revenir tout à l'heure là-dessus si vous voulez. Mais on aura encore des transmissions qui vont se faire au fur et à mesure. Mais on a aussi une nécessité, justement, au-delà de faire mémoire, et ce sera après aussi de faire histoire. Donc la transmission des témoignages est aujourd'hui extrêmement importante, d'une part, avec non seulement le témoignage des personnes qui sont encore évidemment vivantes et qui ont vécu ces événements-là, grâce aussi aux archives, à leurs archives, aux traces qu'elles ont laissées en tant que telles, de photos, de vidéos, on en parlait tout à l'heure d'ailleurs, voilà, mais aussi de lettres, d'écrits par exemple. Ça c'est vraiment important aussi parce que la mémoire, il y a une distorsion qui existe entre la mémoire et l'histoire. Finalement, on peut être persuadé d'avoir vécu des événements et avoir une vision extrêmement claire de ce que l'on a vécu, mais finalement, quand on retrouve des traces, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout le cas. Et même parfois qu'on n'a absolument pas vécu ces événements-là. Enfin, la preuve, on pourrait dire aussi. Hein. Donc, il est persuadé de retrouver cette fille-là, et en fait, c'est pas le cas. Et il est persuadé qu'elle est vivante, et c'est pas le cas. Et donc, on peut se fabriquer finalement une histoire comme ça, mais une histoire, mais qui n'est pas l'histoire, évidemment. Et donc, évidemment, il faut prendre appui aussi sur les archives publiques telles qu'elles existent. Et c'est à travers, en fait, tout cela, ces témoignages, ces archives privées, ces archives publiques, qu'on peut aussi, j'espère, fabriquer une histoire qui puisse justement aussi continuer à parler aux différentes générations, aux générations suivantes, et dans la complexité en fait de cette histoire-là. Parce que c'est ça aussi, parfois on a des mémoires qui sont aussi une vision parcellaire de l'ensemble, et il faut parvenir en fait à prendre en compte en fait toutes ces histoires-là, toutes ces mémoires-là pour en tisser une histoire qui soit la plus juste, la plus véridique, la plus scientifique possible. Donc voilà, en tout cas, peut-être en quelques mots ce que je pouvais dire là-dessus, mais voilà, je suis là pour répondre à vos questions.
Oui, bonsoir. Bouzid. Je reviens sur le film, puis comme ça, spontanément, c'est un beau film. C'est une belle fiction. Je commence par ça. Nicole Garcia n'est pas là, mais il n'y a pas beaucoup de scènes. Enfin, on ne voit pas de scènes, c'est un constat. Hein. C'est une fiction, mais on ne voit pas beaucoup de scènes, ou presque pas du tout, sauf à la fin, de l'Algérien qui dit « vous pouvez monter ». Donc on ne voit pas trop le contexte, il n'y a pas dans ce film un regard plus poussé sur le contexte. C'est un choix peut-être de Nicole Garcia, hein. Mais il n'y a pas beaucoup de scènes d'Algériens dans ce film. Merci. On va prendre par groupe de questions et puis on répondra. Juste dans les mémoires dont tu parlais, il y a eu beaucoup de mémoires. Enfin, il y a les hommes qui sont des acteurs, beaucoup des hommes. Il n'y a pas beaucoup de femmes. Donc, dans cette transmission de mémoire dont tu parles, la place des femmes a une importance, mais où? Voilà. Je crois que c'est important à relever également, à part les combattantes qu'il y a eu, mais beaucoup de femmes ont été à accompagner finalement le monde masculin, si j'ose dire. Sur deux absences, alors on pourrait dire. Donc, alors, pour les Algériens, on a évidemment un film qui est basé ici sur une mémoire pied noir et un vécu personnel, en fait, au sein d'une famille. Donc c'est vrai que c'est plutôt un aspect, plutôt qu'un aspect général, on va dire, sur la guerre d'Algérie. Je pense que c'est aussi volontaire. C'est prendre par en fait le petit bout de la lorgnette, un parcours en fait, pour essayer de montrer aussi la force des événements. Et alors ça c'est pour un aspect. Donc voilà, ici je pense que de fait elle a voulu, elle a tourné d'autres films qui concernaient des aspects qui étaient plus complémentaires, on va dire. Mais ici je pense que c'était vraiment une volonté de travailler sur cette histoire de mémoire. On pourrait dire d'ailleurs que finalement les films sur l'Algérie en tant que telle, les scènes sur l'Algérie sont relativement peu nombreuses. On a finalement, c'est plutôt cette évocation, si vous voulez, plutôt que vraiment on n'a pas un film qui concerne deux aspects. Par exemple, j'ai été amené à présenter aussi Des Hommes à plusieurs reprises là, qui est sorti l'année dernière. Et dans Des Hommes, par exemple, on voit à la fois, pendant toute une première partie du film, la vie en France aujourd'hui, et même s'il y a quelques éléments dans la première partie, et puis dans la deuxième partie, on revient vraiment beaucoup sur l'Algérie en tant que telle, les combats et ce qui était vécu là-bas. Et donc, voilà, ici, c'est un autre parti pris qui est là plutôt que dans cette, dans cette évocation des mémoires qu'on voit ressurgir à différents moments comme ça, et avant de se focaliser vraiment sur le moment un peu nodal, si on veut, à la fin de l'histoire. On a deux histoires en une, finalement. Là, on voit qu'on a une intrigue aussi très complète, vous voyez, sur tout cet aspect d'agent immobilier, de choses comme ça. Vous voyez, c'est très... on pourrait dire que quasiment que l'Algérie, là-dedans, est secondaire. Elle est peut-être secondaire, mais elle est au contraire très présente. Voilà, elle a l'air secondaire, mais elle est très présente. Et alors, il y a un point aussi, peut-être que je tiendrai à souligner, c'est que, on a quelques scènes à Oran. C'est rare, très rare. Les films qui concernent l'Algérie, en fait, sont jamais en Algérie. Donc, elle a eu cette chance quand même inouïe de faire ce film-là
de pouvoir tourner en Algérie, parce qu'on sait combien en fait c'est compliqué aussi. Et ça, c'est quelque chose qui est terrible également, parce que finalement, on a une mémoire filmique de la guerre d'Algérie qui se fait sans l'Algérie. Et c'est... voilà, je ne comprends pas, je ne comprends toujours pas pourquoi et comment finalement c'est aussi compliqué de tourner en Algérie. Alors qu'il pourrait y avoir beaucoup plus de films qui seraient faits sur le sujet, qui pourraient intéresser, qui feraient vivre l'Algérie aussi, qui amèneraient en fait davantage d'activités. Voilà. Mais là, il y a encore aussi des blocages qui s'opèrent. Et ça, c'est vraiment, vraiment dommage, je trouve, pour tout le monde. Voilà, pour les Algériens, pour les Français, pour les Algériens vivant en France. Voilà, c'est vraiment dommage. Donc peut-être que si c'est une des réponses qui contribue à ça. Parce que finalement, le fait de ne pas pouvoir tourner en Algérie tant que ça, ah non. Ah bah... ah non. Ah oui, 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 tout à fait. Elle. Mais non, je croyais que vous disiez que y avait des films qui se tournaient en Algérie. Malheureusement, c'est très compliqué. Ah oui, mais ça date, hein. Ça date, le coup de Sirocco. Ah. C'est pas... Oui, oui, non. C'est beaucoup plus simple d'aller tourner, malheureusement, tant mieux pour les Marocains, mais ça se tourne, les films se tournent soit en Tunisie, soit au Maroc. Oui, bien sûr, ouais. Oui. Bah, Des Hommes de Lucas Belvaux. Il a été des Hommes de Lucas Belvaux, par exemple, il est sorti l'année dernière. Monsieur. Et se tourne actuellement, vient de sortir là juste de nos frères blessés sur Fernand Yveton. Donc il y a des films qui très régulièrement qui sortent sur le sujet. Mais c'est très compliqué de tourner. Bon, moi je m'adresse à l'historien. Je m'adresse à l'historien. Bonsoir à tous. Moi où je m'interroge, je vois pas c'est où vous moi. êtes, excusez-moi. Ah oui, pardon. Ici, Serge. Donc moi je m'interroge sur ce long silence de la mémoire. Parce que, en fait, moi j'étais acteur d'une certaine façon, mais en métropole. Le côté algérien, je ne peux pas parler pour lui. Mais je pense que ce que l'on veut éviter, c'est de parler des responsabilités politiques. C'est parce que jamais on n'a parlé dans ce pays de ces responsabilités que les hommes n'en parlent pas. Et c'est peut-être pareil, peut-être en Algérie, j'en sais rien. Mais les responsabilités ici, hein, quand on pense que la Ve République est née à Alger et qu'elle est peut-être en ce moment en souffrance, je crois qu'il y a des correspondances là-dedans. Voilà. Alors, pour le coup, j'ai pas répondu. Alors, par rapport aux responsabilités politiques, oui, bien sûr, il y a des responsabilités politiques, évidemment. D'un point de vue politique, la guerre d'Algérie a comment dire, complètement modifié le paysage politique. Ça a été une essoreuse, on pourrait dire, politique de ce point de vue-là, parce que tous les partis politiques, en fait, ont été complètement, je dirais, soit laminés, transformés, détruits, soit ils ont été mis à mal par cette guerre. Et donc, du coup, on a ici voilà, ce paysage politique qui a été complètement transformé et des responsabilités qui sont évidemment politiques, qui sont évidemment présentes. Mais c'est pas pour ça que finalement, on n'a pas de transmission mémorielle non plus, on n'a pas de mémoire et on a un silence qui est imposé. Parce que les acteurs, les témoins, en fait, en tant que tels, pouvaient aussi parler, pouvaient témoigner, pouvaient dire des choses. Et à la rigueur, je pourrais dire que d'un point de vue politique, souvent d'ailleurs, ce sont les personnes qui étaient des acteurs qui ont pris la parole en tant que tels. Donc non, c'est aussi parce que c'est une histoire douloureuse. Comme toute histoire douloureuse d'ailleurs,
les transmissions ne se font pas dans un premier temps, puis s'opèrent aussi comme cela, et avec des clivages qui sont présents, qui restent présents et qui continueront à être présents aussi. Mais ça, c'est un phénomène qui est aussi naturel, en fait, ce silence-là. Donc c'est quelque chose, en fait, qui apparaît chez les déportés de la Seconde Guerre mondiale. C'est un des phénomènes qui apparaît, en fait, dans tous les événements, les grands événements traumatiques. En fait, par exemple... ouais, c'est bon, merci. Si vous, voilà. Vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave. Juste un mot aux intervenants. Ce serait bien que vous vous présentiez, qu'on sache comme ça, juste un petit peu. Il va répondre à monsieur. Oui, je dois répondre à monsieur aussi. Et donc, par exemple, quand on se remémore, vous êtes un certain nombre à avoir connu cela, j'imagine, les grands-pères de la Première Guerre mondiale, qui en fait racontaient aussi leurs histoires. Mais justement, c'était aussi les grands-pères de la Première Guerre mondiale qui racontaient, en fait. C'était pas les pères, c'était les grands-pères. Et donc, ils étaient mourants, ils étaient à la fin de leur vie, ils racontaient et on leur disait même bon, c'est bon, papy, arrête maintenant, vous voyez, parce que là, il y avait une forme en fait de volonté de transmission et parfois de trop de transmission, mais qui pouvait s'opérer, mais qui était présente. Simplement, c'était à la fin de leur vie et c'était pas avant. Et donc c'est normal en fait qu'on ait toute cette ce laps de temps en fait avant qu'il y ait une transmission qui s'opère. Après, ça ne veut pas dire que toutes les transmissions puissent se faire en tant que telles. Mireille Bianciotto, je voulais vous demander, vous avez parlé des archives privées, je voulais vous demander qu'est-ce que c'était, comment elles étaient organisées, parce qu'à Aix, il y a un centre et je ne sais pas quelle place il a dans l'ensemble. Merci. Ouais, merci beaucoup. Il y a monsieur, là, répond monsieur. Oui, alors, pardon, je vais peut-être répondre à monsieur avant aussi. La transmission, alors vous parlez des hommes, effectivement, on dit souvent que la guerre, c'est une affaire d'hommes. Mais non, en fait, voilà, c'est aussi une affaire de femmes. Donc les femmes sont directement aussi touchées par cette guerre. Alors c'est évidemment, je dirais, le plus évident pour les pieds noirs, puisque là on a ici des familles qui ont été touchées par la guerre et qui sont directement parties en 62 aussi. Le traumatisme, il a été vécu de manière familiale. Évidemment, pour les Algériens aussi. Les Algériens ont vécu la guerre en famille aussi. Les femmes, les hommes ont été concernés par cela. Les femmes, d'ailleurs, ont parfois vécu davantage de violences même que les hommes. Donc avec les viols. Donc il y a eu beaucoup ces affaires-là aussi. Et donc on a ici, la guerre, on va dire, prend les femmes aussi, justement, comme étant... justement, les femmes sont les victimes et ils sont au cœur de la guerre de ce point de vue-là. Elles sont même, certains auteurs le disent, justement les personnes que l'on va prendre en tant que telles, justement comme étant une sorte de forme de butin de guerre en quelque sorte. Donc c'est vraiment là que ça se joue aussi. Et finalement, le viol, par exemple, c'est aussi prendre le corps de l'autre. Voilà. Oui, voilà, Raphaël Branche a écrit sur ce sujet-là. Ouais. Et donc voilà. Alors, on pourrait dire que c'est peut-être un peu moins le cas pour les appelés du contingent, parce que les appelés du contingent, effectivement, ils étaient envoyés là-bas et donc n'avaient pas forcément, voilà, il n'y avait pas forcément de femmes là. Par contre, que ce soit, il y en a certains qui étaient mariés, il y en a certains qui Pardon ? Oui, voilà. Ouais. Donc voilà. Donc marié, fiancé. Et comme je l'ai raconté tout à l'heure, par exemple, le film justement Les Parapluies de Cherbourg aussi le montre bien cela. Et finalement, on peut vivre une guerre à distance, les lettres aussi. Et puis évidemment, au retour, les fiancés transformés. Complètement transformé. Un jeune homme au départ, et puis à l'arrivée, c'est
C'est quelqu'un qui est un homme dur, on pourrait dire, qui peut boire aussi, des choses comme ça. Enfin bon, bref, tous ces éléments-là qui évidemment transforment complètement. J'en viens à maintenant aux archives privées, excusez-moi. Donc pour les archives privées, effectivement, alors pour moi, c'est un matériau, c'est pas le cas de tous les historiens, hein. Mais merci, merci. Pour moi, c'est vraiment un matériau qui est vraiment fondamental. Certains historiens s'attachent simplement aux archives, on va dire, publiques, les grands hommes aussi, surtout les grands hommes justement, mais les grandes femmes également, mais dans une moindre mesure. Mais tout plutôt ces documents-là. Et certains historiens écrivent l'histoire uniquement en allant aux archives. Moi, je suis au contraire partisan d'une histoire vraiment au plus près de la population. Donc, en partant en fait de la base, des vécus des gens en tant que tels, et justement à travers ça d'essayer de remonter pour en tisser une histoire plus générale. Et donc, comme je vous le disais, en fait, les archives privées, c'est vraiment un matériau qui est fondamental. Et en fait, vous avez des trésors chez vous que vous ne soupçonnez pas. Aussi. Alors, parfois oui, parfois non. Parfois ils sont, vous voyez, dans le film, dans une malle qu'on a refermée, qu'on n'ouvre pas. Parce que ouvrir, c'est un peu ouvrir la boîte de Pandore aussi. Et que ce soit d'ailleurs en termes d'écrits ou en termes de photos, des choses comme ça. Vraiment, j'ai trouvé des choses comme ça qui étaient vraiment poignantes parce que les archives étaient vraiment restées, si vous voulez, elles n'avaient jamais été ouvertes. Quand j'ai ouvert en présence du frère d'un appelé du contingent, par exemple, qui avait perdu son frère là-bas, donc décédé, et je suis allé avec lui dans sa maison secondaire, dans le garage. Il a sorti une valise dessous le toit, vous voyez, couverte de poussière. Il l'a ouverte devant moi. Je ne sais pas combien de temps ça faisait qu'elle n'avait pas été ouverte, mais je pense qu'elle n'avait pas été ouverte beaucoup. Et à l'intérieur, vous avez toutes les lettres qui étaient là. Vous aviez sa montre, vous aviez tous ses effets, son calot, le peigne encore avec les cheveux, vous voyez. Et tous ces éléments-là, ça n'avait quasiment pas bougé. Et je peux vous dire que ça fait vraiment quelque chose. Parfois, c'est vraiment une photo. Ou vraiment, surtout dans les familles algériennes, vous voyez, une photo, en fait, il n'y a pas grande photo. On voit la photo qui est toute froissée. Et là, on sent qu'évidemment, c'est le trésor familial. Parce que c'est la photo qui avait été prise avant, par exemple, que le père monte au maquis ou des choses comme ça. C'est la photo de famille. Et là, on a une photo qui c'est une relique quelque part. Donc là, on attache beaucoup de prix. Mais c'est évidemment un document personnel. Là, qu'on peut éventuellement faire parler aussi, qui peut être un support pour une mémoire individuelle, mais pas forcément raconter beaucoup de choses. Mais ça peut. Et dans les archives personnelles, par exemple, des lettres qui, a priori, peuvent paraître banales, finalement, elles peuvent dire beaucoup de choses, en fait. Et on peut les utiliser de manière... de multiples manières, finalement. On peut leur faire dire plein de choses. Et parfois, des documents qui sont un peu... qu'on peut penser avoir peu d'importance, finalement, au contraire, peuvent être tout à fait intéressants aussi. Et alors, vous m'avez posé la question par rapport à, je dirais, à un centre d'archives. Il y a en particulier 2 centres d'archives à Aix-en-Provence, en fait. Vous en avez un public, qui est les Archives nationales d'outre-mer, qui est un grand centre d'archives qui malheureusement dispose de très peu de moyens. C'est-à-dire que les archives ont été déposées là-bas dans les années 1970 et elles ne sont toujours pas finies d'être traitées et d'inventoriées. Donc vous voyez, en fait, à cette époque-là, les archives, il a fallu créer un centre pour mettre ces archives-là. Et ces archives-là, à ce moment-là, personne ne voulait en entendre parler. C'était un non-problème. 62, la colonisation est terminée, on va dire. Même si c'est discutable, si on peut discuter là-dessus. Mais on va considérer que c'était clos. Donc, on a mis le chapeau là-dessus. Terminé.
Là-bas, il y a des trésors. Et notamment, par exemple, aussi, ça a été une catastrophe, par exemple, aussi pour l'aspect universitaire. La transmission, vous voyez, enfin, les archives, l'université, etc., tout ça, on va monter un petit peu ensemble. Mais avant 62, il y avait également l'école coloniale. L'école coloniale, en fait, c'était une immense production de savoir qui avait évolué, d'ailleurs, avec son temps aussi, et qui, du coup, a produit des personnes qui étaient plutôt favorables à la décolonisation et anticolonialistes au bout du compte. Vous voyez, dans les années à la fin. Mais en fin de compte, en 62, on a dit maintenant l'école coloniale c'est fini, la colonisation c'est fini, donc terminé. Hop, tout ça part aux archives et c'est enterré là-bas. Alors que là-bas, finalement, il y a une production de savoir sur le monde entier qui est fascinante. C'est une mine d'informations là-bas. Et avec, maintenant, on recommence à travailler. Il y a à nouveau des personnes qui vont là-bas, mais ils ne disposent pas encore assez de moyens. Et donc, vous avez un deuxième centre qui, lui, est privé, qui dépend directement de la mairie d'Aix, enfin, entre autres de la mairie d'Aix, qui a été financé par la mairie d'Aix, par des associations, certaines associations de rapatriés, et qui porte une vision qui est assez orientée, on va dire. Malheureusement, assez orientée politiquement. Carrément orientée politiquement, ouais. J'ai eu l'occasion d'aller là-bas. J'ai pu faire un très beau reportage photographique. En fait, quand on arrive, alors maintenant il a changé parce qu'il y a un deuxième centre qui est nouveau, qui est beaucoup plus important. Et c'est beau, hein. Il y a beaucoup de moyens. Par contre, dans le premier centre, en fait, alors je pense que ça n'a pas bougé. Par contre, dans le premier centre, quand vous arriviez, vous aviez un monument en hommage aux martyrs de l'Algérie française. Donc, notamment le lieutenant de Gueldre. Le lieutenant de Gueldre qui a été fusillé parce que il était à la tête des commandos Delta de l'OAS. Donc vous avez un monument en fait en faveur de l'OAS directement à l'entrée. Voilà, dans la cour. Puis vous avez en fait à l'étage, vous avez la salle Raoul Salan, la salle Edmond Jouot. Enfin voilà, donc vous avez en fait tous les généraux de putschistes, etc., etc. Oui, mais il faut pas que ça. Donc voilà. Malheureusement, je dirais qu'aussi qu'il y a des pieds noirs qui déposent leurs archives privées là-bas. Donc effectivement, c'est devenu, ils déposent leurs archives là-bas sans forcément savoir ce que c'est. Voilà. Bon, il y a quelques réserves sur ma gauche. Oui, monsieur. Il y a encore deux questions dans la Pardon, ouais. Je m'appelle Kamel Souli. Je travaillais sur l'histoire du nationalisme algérien. Est-ce que vous pouvez prendre le micro? Vous m'entendez pas? Non, il y a des gens qui ont vraiment besoin parce que ah oui, c'est vrai, ils sont aussi sourds que moi alors. Non, mais d'habitude j'ai une voix d'adjudant. On me dit tu as une voix d'adjudant qui porte trop fort, alors je l'utilise pas. Et avant d'aller au fond et poser une question cruciale à M. Kemener, parce que depuis tout à l'heure on tourne autour de l'affaire. M. Kemener, juste à nous. Ceux qui savaient qu'ils étaient fils de Harki, c'était les fils de Harki. Ils étaient dans des camps. Donc, ils sont arrivés avec leur père et leur mère, tout gosses, dans des camps où ils étaient fermés, où on n'avait pas le droit de sortir après 8 heures du soir. Vous connaissez l'histoire. Mais les gosses, ils savaient que leur père était harki. Non. Alors, l'histoire ils ont découvert... Non. Ici, pardon, je finis. D'ici après Aix, il y avait un camp de harki, qui a été fermé après 94, après 95. Bon, les gens, ils savaient qu'ils étaient fils de harki. Ma question s'adresse à M. Kemener. Le monsieur qui est à côté de vous, je ne connais pas votre nom, dit que vous êtes membre de la commission mémoire mise en place par M. Macron, c'est ça? Jean Macron, oui. Macron, le président Macron, comme vous voulez. Que veut faire cette commission, s'il vous plaît? Parce que après, je pourrais vous poser une question réellement. Merci. Alors, donc il y a deux questions en une. Alors, la deuxième personne aussi? Quel est l'objectif de la commission mémoire? On a bien compris, monsieur. Il y a une deuxième question?
là-bas, la Oui. dame là-bas. Je réponds peut-être à ce moment-là. Ouais, les deux. Alors, les enfants de harki, vous savez, quand vous êtes né dans un camp, vous êtes né dans un camp. Vous êtes né dans une prison, vous êtes né dans une prison. Si rien n'est dit, rien n'est dit, vous ne savez pas, pour vous, c'est normal. Mais si, Donc- ils savaient que c'était des camps de harkis. Alors, Bah non. Que non, ils étaient dans des trucs, Bon. ils savaient pas qu'ils étaient dans des camps de harkis. Ça rend pas la tête. Alors, Plaisanter. donc, voilà, première chose. Les militaires qui décommandaient dans les camps. C'est bon, merci. Je vous ai répondu. Répondre. Non, je Laissez- laisse répondre, je lui réponds. s'il vous plaît, Tramor Kemener va vous répondre, monsieur. Voilà, première chose. Hein Et puis deuxième chose, à la rigueur même, s'ils savaient qu'ils étaient enfants de harki, si quand bien même ils savaient qu'ils étaient enfants de harki, encore faut-il qu'il y ait une transmission qui soit faite. C'est-à-dire, c'est pas, quand vous avez dit je suis enfant de harki, vous n'avez rien dit. Voilà, c'est rien. Voilà, c'est rien ça. C'est comme si on dit, voilà, mon père a fait la guerre. Oui, mais il a fait la guerre. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Vous voyez, ça ne dit rien. Donc l'un ou l'autre, et même ça peut ne pas être dit. Donc il y a des absences de transmission. Parfois, dans les familles, on est persuadé que quelqu'un sait quelque chose parce que, en fait, on vit avec ça. Mais en fait, les enfants, ils ont rien capté de tout ça. Et pour eux, en fait, ça va pas du tout de soi. C'est comme ça que les non-dits se transmettent dans les familles. Alors maintenant, par rapport à la commission Stora, comme vous le savez, on a donc en juillet 2020, le président Macron donc, a demandé à Benjamin Stora de rédiger un rapport sur les mémoires de la guerre d'Algérie. Rapport qui a été remis en janvier 2021 et qui comportait à la fois donc un état des lieux, si vous voulez, hein, de la situation des mémoires en France, et puis un certain nombre de préconisations. Et donc, à la suite de ces préconisations, en fait, il a fallu les mettre en œuvre, tout simplement. Et donc, on a, par exemple, eu la préconisation par rapport à l'assassinat de Maître Ali Boubengel, par exemple. On a eu aussi une préconisation par rapport à la mise en place de bourses d'études pour les Algériens, voilà, pour une autre préconisation. On a eu aussi une préconisation par rapport au 17 octobre 61 et à certains nombres d'événements mémoriels, par rapport à la question des harkis aussi d'ailleurs. On a eu une préconisation, alors je vais peut-être pas faire tout le listing, mais voilà, aussi par rapport à la mémoire de l'émir Abdelkader, par exemple, aussi dans la société française. Voilà, par exemple, un certain nombre d'éléments. Et donc, du coup, pour mettre en œuvre tous ces éléments-là, donc il a fait appel à différentes personnes, qu'ils soient historiens, spécialistes de ces questions, de chacune des questions en tant que telles, pour les mettre en œuvre. Et donc, ce sont tout simplement ces différentes personnes qui constituent la commission Mémoire au pluriel et Vérité. Qui, du coup, a travaillé, et a travaillé sur toute l'année 2021 et début 2022 pour mettre en œuvre en fait, ces différentes préconisations. Pour ce qui me concerne, donc j'étais chargé d'organiser le colloque qui s'est tenu à la Bibliothèque nationale de France et à l'Institut du monde arabe les 21 et 22 janvier dernier, sur les oppositions intellectuelles à la colonisation et à la guerre d'Algérie, puisque c'était une des préconisations du rapport de Benjamin Stora aussi. Et donc, voilà, j'ai organisé cela, et donc, à ce titre-là, j'ai fait partie de la commission. Voilà. Peut-être. Si, c'est de ça que vous parlez. Non. Oui, monsieur. Il y a une dame. Monsieur. Monsieur. Avoir la même mémoire qu'avec les Algériens, Mais- on peut penser ce qu'on veut des Algériens. Ils ont rejeté ce rapport. Ils ne veulent pas en discuter. La deuxième chose. Cher monsieur, il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions. Oui, mais on n'a pas une tribune là, monsieur. Monsieur. Oui, non, mais. Vous avez dit que M. Boumediene avait été jeté par la fenêtre.
c'est très bien. Mais toute l'Algérie savait depuis 1957. D'accord, monsieur, mais... Oui, non, mais il y a... La troisième chose, vous avez préconisé de Monsieur, la mémoire de... Ben oui. Ben oui, mais Euh, on ne va pas la couvrir. monsieur, excusez-moi. Monsieur, excusez-moi, mais c'est pas une tribune, je suis désolé. Elle a été vandalisée le jour même. Mais monsieur... Mais non, mais monsieur, c'est pas une tribune. Monsieur Kemener vous a répondu. Oui, oui. Non, monsieur, pas d'insulte. C'est où là? C'est bon là? Monsieur, ça va. Oui, oui, non, non. Bon, ça va. Tenez. Ouais. Ouais. S'il vous plaît, monsieur, pas de violence. Monsieur, calmez-vous, s'il vous plaît. Attendez. Calmez-vous. Pas de violence. Ah, papa. Voilà. Non. Attendez. Alors, vous vous asseyez ou vous partez? Vous vous asseyez ou vous partez? Oui, moi je voudrais, Voilà. Très bien, monsieur, très bien. je voudrais prendre la parole, s'il vous plaît. Madame. Juste j'ai quelques mots à dire. Est-ce que vous dites mémoire, vous dites... Monsieur, soyez poli, s'il vous plaît. Soyez poli. D'accord, on a compris, monsieur. On a compris. Mais à la différence de vous, c'est qu'on a compris, monsieur. Voilà. Non, au revoir. Oh bah, non, mais je veux pas... Au revoir. Non, mais attends. Mais monsieur... Ouais, mais laissez-la... Oui. Et vous, comportez-vous comme quelqu'un aussi de... Non, mais ça m'ennuie de Bon. lui couper la parole, parce que les deux Algériens qui ont parlé, ils ont... Bon, chère madame... C'est un problème quand même. Chère madame, posez votre question, on est désolé, Oui. allez-y. Non, mais Oui. moi je suis pas algérienne, moi je suis libanaise. C'est un problème? Non, d'accord. Alors, non, mais je dis les deux personnes algériennes qui ont pris la parole n'ont pas eu d'écho. Il y a un petit souci. Alors je ne veux pas rentrer dans le débat de monsieur parce que vous jetez les harkis et je pense qu'il faut les entendre aussi les harkis. Maintenant, ce que je voulais dire sur la question du silence. Pour moi, c'est toutes les guerres qui ont provoqué, que ce soit la guerre de 14, que ce soit les appelés, et c'est très bien qu'ils commencent à parler parce qu'il y a des familles qui ont été bousillées par ça, que ce soit la guerre du Liban, il a fallu un temps fou avant que les gens se mettent à parler. Donc la question du silence, c'est toujours la même chose, la guerre d'Espagne. Et je pense qu'effectivement, ce qui peut se passer, c'est les petits-enfants qui interrogent le grand-père. Parce qu'au milieu, ça ne marche pas. C'est pas possible, c'est impossible. La seconde chose que je voulais dire, c'est l'absence des Algériens dans le film me paraît tout à fait normale. Je crois que ce n'est pas un parti pris. C'est que c'était une société complètement clivée. Je pense que les... Attendez, hein, il faut... Surtout en ville, les Algériens, c'était pas du tout la même société que les Européens. Alors, je ne dis pas les colons parce qu'il y a tellement de panels dans les pieds noirs qu'on ne va pas mettre tout le monde au même niveau, mais c'était deux sociétés clivées. Donc, quand la femme dit et on a lynché sur la plage un Algérien qui n'avait pas à être là, c'est énorme comme phrase, et lui, il ne s'en rappelle pas. Donc, il y a bien un souci, là. Donc, je trouve que de ce point de vue-là, la phrase est un peu brève, mais en tout cas, c'était vachement intéressant. Voilà. Tout à fait. Et l'autre chose que je voulais dire, alors moi, je regrette que le monsieur soit parti, là, sur la question des harkis, parce que... Je crois... j'ai pu discuter un peu avec lui, sans vouloir étaler tout le monde. J'ai pu discuter un petit peu avec lui avant. Je peux vous dire que, de toute façon, il était là, il n'entendra pas. Oui, mais moi, la question que j'ai, c'est que, je n'ai aucune confiance dans Macron, mais alors aucune, d'accord, je le dis mieux que le monsieur, mais c'est une arnaque complète. Et deuxièmement, ce que je veux dire, c'est que je voulais savoir sur les Algériens eux-mêmes, parce qu'il y a les harkis, qui sont algériens, évidemment. Alors après, on peut discuter de comment ils ont participé, comment ils se sont fait rouler, mais là, toutes les guerres, c'est pareil aussi. Hein. Les malgré nous et les machins comme ça, on a eu ça dans les guerres en Europe. Mais qu'est-ce qui est fait pour collecter cette mémoire? Alors, est-ce que c'est ici qu'il faut le faire? Est-ce que c'est les copains historiens algériens, comme Dao, Dirbal, etc.
Moi, le film que j'ai vu qui m'a vachement intéressé, c'est L'heure Algérie. Le film de je sais plus qui. Voilà, oui. Et donc là, ça commençait à parler un petit peu et je voulais savoir si le collectage pouvait être fait ici, parce que c'est aussi un problème de le faire ici par rapport à des gens d'origine algérienne. Est-ce qu'il se fait un peu en Algérie même? Est-ce qu'il y a une collaboration? Est-ce que quelque chose est là-dedans, quoi? Parce qu'il me semble qu'au niveau des pieds noirs, on avance à peu près bien. Oui, c'est beaucoup de questions, beaucoup de choses. Mais vous avez tout à fait raison. Effectivement, c'est toutes les guerres. Vous avez justement évoqué évidemment la guerre du Liban. La guerre du Liban, c'est aussi très conflictuel. D'ailleurs, un magnifique film aussi, Incendie, tiré de la pièce de Wajdi Mouawad, qui est sublime sur cette question de la mémoire aussi, vraiment sublime et terrible, on va dire. Donc c'est, et sans compter aussi le jour où Nina Simone s'est arrêtée de chanter, par exemple aussi, magnifique pièce et roman, et livre aussi. Bref, d'ailleurs il y a beaucoup d'évocations et on avait travaillé en Algérie, d'ailleurs à Tlemcen aussi, sur justement les enfants et la guerre. Et donc dans une perspective comparatiste, il y avait beaucoup aussi de personnes qui travaillaient sur le Liban, sur la guerre civile algérienne, parce que c'est une question qui en fait travaille beaucoup l'Algérie aussi, peut-être plus aujourd'hui que la guerre d'Algérie en tant que telle, la guerre d'indépendance. Ouais. Là, ça commence en fait, justement la mémoire commence à ressurgir de cette décennie noire, et aujourd'hui c'est celle qui interroge le plus, on va dire, en Algérie. Beaucoup plus finalement, comme l'Algérie est un pays jeune, on va dire un jeune de 20 ans, là il y a quasiment 4 générations en fait qui se sont passées. On n'est plus dans la même transmission, on n'est pas dans la même transmission en Algérie finalement qu'en France de ce point de vue-là. Nous on est encore dans cette guerre d'Algérie, eux quelque part aussi, peut-être qu'ils l'ont dépassé déjà. C'est en tout cas ce qu'on peut voir aussi. J'ai fait un sondage dans le dernier numéro d'Historia qui est sorti au mois de mars, là, qui d'ailleurs, c'est les derniers jours, là, sinon c'est terminé. Donc on a fait un sondage justement pour regarder comment la mémoire était portée finalement, et le regard que l'on avait sur toute cette histoire-là. En fait, on s'aperçoit justement qu'il y a une vraie soif des jeunesses françaises et algériennes pour aller de l'avant finalement, pas être non plus finalement avec beaucoup plus de recul, je dirais, et donc plutôt une vision positive, les deux jeunesses de l'autre pays, et donc une envie de faire des choses en fait plus ensemble qu'autre chose. Par contre, on voit vraiment des blocages mémoriels très forts chez les plus âgés, on va dire. Les plus âgés, chez les Algériens, c'est peut-être un peu plus jeune, c'est plutôt 45-55 ans. Et chez les Français, c'est plutôt au-delà de 65 ans, qui ont vécu les événements, qui ont été traumatisés par eux, des choses comme ça. Dans les deux sociétés, je ne réponds pas à votre question, mais ça va venir, mais dans les deux sociétés, finalement, on s'aperçoit que les chiffres sont terribles. Hein. Terribles. J'ai fait exprès de poser la question, mais alors les résultats, c'est accablant. Dans la société française, on a 40% des Français, 40% des Français qui veulent renvoyer les Algériens chez eux. D'accord ? 4 Français sur 10, aujourd'hui. D'accord ? Donc, voilà. Donc, on est... effectivement, alors les sondages, les votes, ça correspond bien, on va dire. Hein. Donc, on est vraiment dans quelque chose... C'est tout à fait parlant, parce que ça me semble tout à fait parlant, justement, par rapport à cette mémoire-là, du racisme, et on pourrait dire de l'extrême droite, dans la situation actuelle. Bref. Alors, et on a posé en fait les mêmes questions aux Algériens et aux Français. Donc on a posé, et ça franchement ça m'intéressait aussi. Justement le résultat. 3 Algériens sur 10 veulent renvoyer tous les Français. Il n'y en a aucun qui vit en Algérie. Voilà. Il y a quasiment personne. 3 Algériens sur 10 veulent renvoyer les Français chez eux. Donc en Algérie. Voilà, d'Algérie en France. Mais sauf qu'il n'y a pas de Français à vivre en Algérie. Il y a 3 Français. Voilà. Il y a 3 Français. Donc, en fait, ce que ça veut dire, et ça, en fait, c'est dans ces catégories les plus âgées.
ouais, où c'est le plus important. Et donc ça montre en fait qu'on a ici deux nationalismes en fait, en miroir, qui ne se supportent pas, qui ne veulent pas faire avancer les choses. Et au contraire, en fait, on a une jeunesse qui, au contraire, elle, a besoin d'une forme de transmission, qui a besoin de voir les choses de manière plus apaisée et qui veut aller de l'avant. Voilà. Bon, alors, je ne veux pas jeter l'opprobre, évidemment, sur les, sur les vieux. Voilà. Donc, on trouve des formes également de transmission positive et on trouve des choses apaisées, évidemment, chez les uns et les autres. C'est pas évidemment la totalité, hein. Mais voilà, ça me semble particulièrement important de souligner ça. Et excusez-moi, j'ai oublié votre... alors, c'était Stora, la commission Stora, tout ça, c'est ça? Non, c'était sur la collecte de la mémoire qu'elle interrogeait. Ah, la collecte de la mémoire, ouais, en Algérie, pardon. La collecte... Alors, le problème, c'est que, à la rigueur, je dirais, aujourd'hui, en France, on commence à avoir un intérêt un peu plus important par rapport à cette collecte de la mémoire. Ça se fait, mais ça se fait un peu dans tous les sens. Et alors qu'en fait, il devrait y avoir, depuis longtemps, je trouve, de vraies équipes de recherche, des collectes de témoignages très importantes, enregistrer les personnes, voilà, collecter toute cette mémoire. Alors, aujourd'hui, on s'aperçoit en fait qu'il y a plein de choses disparates qui se font ici et là. Le CDHA, comme on en a parlé, mais l'INA a fait un documentaire aussi, d'ailleurs, auquel j'ai participé, a collecté des témoignages par ici. Grand Ensemble à Lyon a fait des collectes de témoignages aussi en tant qu'association, avec des difficultés pour subvenir aux besoins, mais ils ont réussi à faire des choses, etc. etc. Et voilà, il y a là, il y a ici et ici, il y a plein de choses qui se font un peu partout. Mais ça reste en fait au bon vouloir quelque part aussi, et un peu de manière disparate. En Algérie, on en est loin, très loin. En Algérie, déjà, il y a des problèmes pour écrire l'histoire. Donc c'est compliqué pour les historiens de travailler. Et pour collecter les mémoires, c'est encore plus le cas, on va dire. Les anciens moudjahidines, on ne les a pas entendus. Et ils sont rentrés chez eux, ils n'ont plus témoigné, ils n'ont pas témoigné, et en fait, d'autres ont pris la place et finalement n'ont pas tellement laissé cette possibilité-là. Alors même, parce que ceux qui ont pris la place, en fait, aussi, ne veulent pas que l'histoire soit écrite comme elle devrait l'être. Voilà. Et là, en fait, il y a des choses qui bloquent complètement, quoi. Et ça, c'est assez terrible parce que on pourrait justement imaginer qu'un pays glorieux, pourtant, c'est un pays fier de son indépendance. Vous voyez, quand on regarde les sondages aussi, c'est 99%, 97% des Algériens qui sont fiers de l'indépendance, qui sont fiers de leur pays. Mais en fait, c'est un pays auquel on interdit l'histoire, on interdit la mémoire, on bloque la mémoire. Les archives nationales algériennes sont fermées. Je suis désolé de le dire, hein, j'aime pas parler des Algériens, on va dire, en mal non plus, voilà, et critiquer parce que c'est pas mon rôle, on va dire. Vous voyez, ce serait plutôt le rôle des Algériens, évidemment. Mais je peux pas m'empêcher aussi de dire certaines choses qui, moi, m'offusquent. En tant qu'historien, on va dire. Abdelmajid Cherhi, qui était la personne, l'homologue de Benjamin Stora du côté algérien. Déjà, ils ne se sont parlé qu'une seule fois au téléphone, d'accord, et plusieurs mois après. Et Abdelmajid Cherhi a donc eu des mots très durs, plusieurs fois dans la presse d'ailleurs. Et dans une de ses interventions dans la presse, il a dit que son rôle, en tant que directeur des archives nationales, ce qu'il est, hein, son rôle, et qui dépend directement de la présidence de la République d'ailleurs, son rôle consistait à biffer de noir les noms dans les archives algériennes, c'est-à-dire de les rendre impropres à l'utilisation. Et ça, moi, en tant qu'historien, je suis désolé, ça m'offusque. Et donc un pays, on va dire, auquel on interdit l'histoire comme ça, c'est un pays qui est condamné en fait à vivre dans un pays à la Orwell, quoi. Voilà, 1984, c'est pas mieux.
Et donc là, on peut réécrire l'histoire comme on a envie. On fait faire dire tout et n'importe quoi sur l'histoire en tant que telle. On va voir comment ça va évoluer. J'espère que ça va aller dans un sens qui est meilleur. Et donc, il y a eu quelques initiatives qui ont été faites par rapport à la collecte de mémoire en tant que telle, notamment au Wilaya 4. Mais ça reste extrêmement limité et généralement, c'est mal vu. Parce que tout de suite, en fait, dès qu'un historien, moi j'y suis allé régulièrement, commence à faire des travaux historiques, il vaut mieux éviter. Et très vite, on se retrouve avec des témoins qu'on nous propose, donc qui ont une parole aussi autorisée. Et on a quelqu'un qui nous suit, en fait, pour regarder ce qu'on fait, écouter ce qu'on fait. Donc voilà, donc tout ça fait que malheureusement, en Algérie, c'est compliqué. Et voilà, je viens de publier un article dans la presse algérienne là, hier, justement sur les études autour de la mémoire, ce que c'est. Tout simplement parce qu'en Algérie, en fait, bon, l'histoire, on voit ce que c'est, mais l'étude de la mémoire, ils ne font pas. Bonsoir, bonsoir Tramor Kemener. Merci d'être venu jusqu'à Marseille pour partager merci pour ces échanges avec nous. La semaine dernière, on a ouvert ce cycle de conférences avec Rosa Moussaoui sur la question de la censure et sur... pardon ? Tu l'avais dit. Oui, je reviens rapidement dessus, mais pour dire que justement ces questions d'historiographie que vous évoquez, la question des archives publiques et privées, mais aussi... l'histoire des mémoires, finalement, ça fait partie des choses sur lesquelles ce collectif s'est mobilisé. Ça nous semble très intéressant de pouvoir débattre du rapport Stora, des attentes, de ces enjeux de transmission avec toutes les personnes qui sont engagées, et je dirais sans parti pris de notre part, c'est-à-dire avec cette volonté de transmission, de sortir de cette opposition entre histoire et mémoire, qui devient un peu ridicule, j'ai envie de dire, mais aussi en qualifiant quand même, en poursuivant aussi cette qualification des acteurs sur l'identification des archives, sur l'émergence des témoignages. Et la semaine dernière, certaines personnes dans cette salle se sont exprimées et ont affirmé le faire pour la première fois. Donc on voit bien qu'il y a encore une marge de manœuvre pour valoriser ces sources, pour écrire l'histoire. Et je pense que c'est très important, mais c'est dommage, hein, la plupart de ces personnes qui ont réagi sur le film sont parties, mais je pense que c'est aussi très important de laisser cette liberté à la dimension fictionnelle du récit, parce que évidemment que chacun a une approche très subjective de l'histoire de sa famille, de l'histoire migratoire, de l'histoire politique. Je pense que l'enjeu aujourd'hui principalement est celui du rapport Stora parmi d'autres, hein, c'est vraiment de pouvoir débattre et de pouvoir débattre démocratiquement. Et on voit combien c'est encore difficile. Voilà, avec Jacques Pradel, on est très fiers de cette démarche que nous portons à Marseille, parce qu'on pense aussi qu'il y a peut-être un tropisme marseillais et une situation marseillaise un peu singulière, à la fois du point de vue des archives que vous évoquiez, mais aussi des débats qu'on est en mesure d'avoir dans cette cité et dans cette ville. Donc voilà, work in progress, hein, on continue à travailler ensemble. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que Linda Amiri, qui est une jeune historienne franco-algérienne, hein, qui a écrit sur la bataille de France, a témoigné, comme beaucoup d'autres historiens franco-algériens, des difficultés d'accès qu'ils avaient pu rencontrer aux archives algériennes. Donc je veux dire, on n'est pas dans un parti pris contre l'Algérie ou en faveur de la France ou que sais-je. On est dans une démarche factuelle qui est la difficulté que rencontrent les historiens pour écrire l'histoire. Et les premiers à être victimes de ça, ce sont les historiens algériens. Voilà. Ce qui ne les a pas empêchés d'ailleurs de produire des œuvres tout à fait intéressantes sur l'histoire de l'Algérie. Et ici même, il y a quelques années, autour d'un workshop qui s'appelait Hérité 62, Giulia Fabiano, parmi d'autres, évoquait cette situation-là, et des historiens du CRAS d'Oran évoquaient aussi cette situation très complexe aujourd'hui, parce que l'écriture de l'histoire, c'est un enjeu démocratique. Et ce n'est pas étonnant que dans le Hirak, aujourd'hui, en Algérie, des gens revendiquent une deuxième indépendance parce qu'ils ont le sentiment profond que cette indépendance a été dévoyée. Voilà, donc on peut confisquer. On peut tout à fait s'opposer ou interroger les intentions du gouvernement français. On peut en faire autant avec le gouvernement algérien. Merci. Oui.
On s'arrête, voilà, il faut s'arrêter là maintenant. Bah, un mot et demi. Hein. Eni, un mot. Je ne vais pas refaire absolument pas une conférence. Un mot. Oui, non, un peu plus qu'un mot quand même. Moi, je voudrais revenir sur l'incident. Je voudrais revenir sur cet incident. Il est très significatif. Il est rassurant et angoissant à la fois, en fonction du contexte dans lequel il se déroule. Et ces incidents sont courants. Et le plus grand des incidents, c'est l'incident avec Chiri, qui a été téléguidé. Donc, rassurant si dans ce type d'incident ou dans ces controverses, ces oppositions et ces antagonismes, on cherche en quelque sorte à laver le linge sale et à dire les vérités. Angoissant si il se passe dans le contexte politique entre les deux sociétés, entre les deux États. Et c'est ce qui s'est passé avec Chiri. C'est-à-dire que la question mémorielle, ici en France, elle est prise en otage, mais elle y échappe grâce aux travaux des historiens, parce que nous sommes quand même dans une société plus ou moins démocratique. Elle est prise en otage par les politiques dans un cadre électoral, électoraliste et partisan. Par contre, elle est prise en otage en Algérie, tu as bien fait de le signaler, non pas par des partisans, par des partis, par des nostalgiques, mais elle est prise en otage par le pouvoir qui en fait une question non pas électoraliste, mais une question de légitimation. Et c'est ça le nœud gordien du problème pour une mémoire, je dirais moi, partagée, dans le sens où nous avons de l'autre côté de la Méditerranée et de ce côté une perception différente du même événement. Nous partageons un fait mémoriel. Et donc, et pour éviter... Voilà, ben, je te remercie, je ne vais pas finir. Bon, allez, je ne vais pas conclure. Je vais, à la rigueur, enfin, si j'ai encore cette possibilité-là, mais voilà, je ne veux pas non plus... mais je voudrais répondre juste sur un point. Alors, enfin, 2 points. Non, on va laisser tomber. Un point. Par rapport au rapport Stora et donc à la politique de Macron. À la rigueur, je pense que je vais, pour une fois, répondre à ce problème politique qui me semble essentiel. Je suis pas né de la dernière pluie. Je sais aussi ce que c'est que les manipulations politiques, etc., etc. Sauf que je trouve que, en tant que tel, il y a, quand ça a été demandé, on était en juillet 2020. D'accord ? Le rapport, il a été fait relativement rapidement. Il a été rendu en janvier 2021. On n'était pas encore dans des perspectives qui étaient électoralistes. Et je dirais même que, voilà, sans vouloir faire du pro-Macron, hein, mais, et même, je dirais que les premières déclarations de Macron, c'était déjà avant la campagne présidentielle, la première, 2017. Bon, on pourrait dire que c'était électoraliste aussi, d'accord, à la rigueur. Mais il a fait en 2018 l'assassinat de Maurice Audin. On ne peut pas dire que c'était dans une perspective électoraliste. Et ce que je peux vous dire, voilà, après, ça n'engage que moi, d'accord, mais voilà, le fait, en fait, de le critiquer là-dessus, c'est régler des problèmes politiques avec lui, de manière indirecte. Alors que sur ce sujet-là, à la rigueur, je dirais, eh ben voilà, il y a trop rien à dire en fait, parce que les choses elles sont en train de se faire, et finalement en un an, il y a eu, comme l'a dit Benjamin Stora d'ailleurs, à très juste titre, je crois, en un an, on a plus qu'en 60 ans au niveau du règlement mémoriel de cette guerre. Et donc voilà, là-dessus, c'est plutôt pas mal vu. Et ce que je peux vous dire, donc, mais ça n'engage que moi, je répète, c'est que c'est pas terminé. D'accord ? Et que donc, s'il est amené à être reconduit, alors ça, on ne sait pas, il y a des élections qui vont avoir lieu, on ne sait jamais ce qui peut se passer jusqu'au soir du second tour, mais c'est que si les choses continuent, en fait, si c'est certains
comme Valérie Pécresse ou plus à droite encore, c'est sûr que ce sera bloqué à jamais. Si c'est d'autres personnes, peut-être que ça se poursuivra même sans Macron, mais il y a des choses qui sont mises en place et qui vont être appelées à continuer. Donc, et là, on ne peut pas dire en fait que ce sont dans des perspectives qui sont électoralistes non plus. Oui, la commission des jeunes qui fait un excellent travail. Ouais.